Les inondations et les glissements de terrain continuent de toucher la Chine, tandis que les régions touchées par les inondations, il y a quelques mois, en pâtissent toujours. Des étudiants crient pendant une demi-heure pendant la nuit, après avoir été confinés sur le campus pendant un mois en raison de l'épidémie. Un magnat de l'immobilier et du parti a été condamné à 18 ans de prison. Il a traité de clown le leader du parti Xi Jinping. Une vidéo récemment publiée par l'armée chinoise semble s'être calquée sur Hollywood dans sa production. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Nous nous tournons d'abord vers les régions de Chine les plus touchées par les inondations. Dans la province du Guangxi, au sud de la Chine, un barrage de la ville de Guilin s'est effondré dans la nuit de samedi à dimanche. La région a été rapidement inondée. À certains endroits, l'eau a complètement submergé le rez-de-chaussée des maisons et d'autres bâtiments. À ce moment-là, de nombreux habitants ne s'étaient pas encore réveillés et se sont retrouvés piégés dans leur maison par la montée des eaux. Pendant ce temps, dans le sud-ouest de la Chine, un glissement de terrain a frappé la partie de l'autoroute G5 Jinkun dans la province du Sichuan. L'incident a détruit une partie d'un pont autoroutier. Et dans le sud-est de la Chine, la province de l'Anhui est l'une des plus touchées par les inondations. Les autorités locales ont en effet ouvert plusieurs barrages dans la région il y a environ 2 mois, permettant aux eaux de crue accumulées de s'y écouler. Les autorités avaient décidé de rediriger les inondations loin des zones plus riches et plus développées, situées à proximité. La plupart des eaux de crue se sont retirées depuis, mais elles sont toujours présentes dans certaines zones. Certains habitants attendent encore de pouvoir rentrer chez eux et d'inspecter les dégâts. Une vidéo tournée la semaine dernière montre des habitants qui ont pu rentrer chez eux mais qui ont fait face à de lourdes pertes. Des marques sur un mur indiquent que l'eau est montée quasiment jusqu'au plafond de ce bâtiment, à l'époque où un barrage voisin avait été ouvert. Et juste à l'extérieur, la rue est encore partiellement submergée. Les habitants rapportent que l'eau stagnante dans les rues sent terriblement mauvais. Ils disent qu'ils ne comprennent pas pourquoi elle ne s'est pas encore écoulée, 2 mois après l'inondation. Les autorités n'ont pas ou peu donné d'indications sur le moment où les choses reviendront à la normale. Certaines routes sont à nouveau praticables, mais celles qui se trouvent à une altitude plus basse sont encore sous l'eau. Les cultures et l'agriculture de la région ont été en grande partie détruites et les maisons de certaines personnes sont toujours inondées. Maintenant, la mise à jour d'une autre catastrophe, la situation du virus en Chine. Tout au long du mois d'août et du mois de septembre, la province du Shanxi, au nord-ouest de la Chine, n'a signalé que peu ou pas de nouveaux cas du virus du Parti communiste chinois, ou PCC, chaque jour. Mais malgré le faible taux d'infection déclaré, les étudiants de nombreuses universités ne sont toujours pas autorisés à quitter leur dortoir. Une vidéo montrant des étudiants qui crient tous ensemble depuis leur fenêtre est devenue virale en ligne. Dimanche soir, des étudiants de l'Université d'études internationales de Xi'an ont crié depuis leur chambre pendant près de 30 minutes pour protester contre la fermeture de l'école pendant la pandémie. L'université n'aurait fourni aucune aide supplémentaire aux étudiants, comme des fournitures de première nécessité ou d'autres installations spécifiques pour la situation. Un étudiant nous a dit qu'ils sont enfermés dans leur dortoir depuis la fin du mois d'août. Ils ont expliqué que le seul supermarché du campus avait été fermé pour avoir vendu des produits périmés. La seule option pour les étudiants est donc de commander pour se faire livrer. Les livraisons ne sont acceptées qu'à la porte d'entrée du campus, ce qui provoque une grande affluence aux heures de repas lorsque les étudiants se rassemblent pour prendre leur nourriture. Un autre étudiant nous a dit que le prix de la nourriture dans la cafétéria de l'école avait grimpé en flèche, étant parfois 2 ou 3 fois plus élevé que la normale. Mais il semble que l'école ne prenne pas les revendications des élèves au sérieux. Suite aux 30 minutes de protestation des étudiants, l'université a déclaré qu'elle simplifierait les procédures de sortie du campus, qu'elle ajouterait des supermarchés temporaires et qu'elle améliorerait le soutien logistique. La protestation inhabituelle des étudiants n'est pas la première de ce type. En février dernier, des résidents bloqués à Wuhan, l'épicentre de la pandémie, ont été enfermés chez eux pendant 1 mois. En signe de protestation, ils ont également commencé à crier tous ensemble durant la nuit pour demander de l'aide. Un rapport du Congrès déclare que le Parti communiste chinois et l'Organisation mondiale de la santé auraient pu prévenir la pandémie mondiale s'ils n'avaient pas couvert les premiers stades de l'épidémie. Selon ce rapport de 90 pages, il ne fait aucun doute que le Parti communiste chinois s'est activement engagé dans une opération de dissimulation destinée à obscurcir les données, à cacher les informations de santé publique pertinentes et à supprimer les médecins et les journalistes qui ont tenté d'alerter le monde.
Le rapport cite une étude sur medRxiv disant qu'il est très probable que la pandémie actuelle aurait pu être évitée, ajoutant « Les recherches montrent que le Parti communiste chinois aurait pu réduire le nombre de cas en Chine de 95%. » Le rapport indique également que l'OMS n'a pas enquêté sur les questionnements et les avertissements de Taïwan et de Hong Kong concernant la transmission interhumaine potentielle, mais a plutôt loué le Parti communiste chinois pour son apparente transparence. Un infographique du média The Epoch Times donne un aperçu des agissements de Pékin et de la dissimulation des premiers stades de l'épidémie. Dès le 17 novembre de l'année dernière, le South China Morning Post faisait état de la première personne infectée en citant des documents gouvernementaux. Le 1er décembre, le premier patient enregistré a été infecté. Selon une étude du 29 janvier, les premières preuves de transmission interhumaine ont été apportées à la mi-décembre. Le 27 décembre, un laboratoire chinois a séquencé la plus grande partie du génome du virus. À la fin de l'année dernière, la Chine a officiellement informé le public des cas de pneumonie virale. Taïwan a envoyé un courrier électronique à l'OMS pour signaler des signes de transmission interhumaine et demander plus d'informations. Il a ensuite déclaré que l'OMS avait ignoré sa demande. Nous passons maintenant à cette année. Le 2 janvier, un laboratoire de virologie de Wuhan obtient le génome complet du virus. Cette information n'est pas rendue publique avant plus d'une semaine. Le lendemain, des documents ayant fait l'objet d'une fuite montrent que la Commission nationale chinoise de la santé a demandé aux commissions régionales de la santé de renforcer les précautions contre, je cite, une importante épidémie de maladies infectieuses. Le 11 janvier, la Chine a rendu public le génome du virus. 14 janvier, l'Associated Press affirme que des documents internes montrent que les responsables chinois déterminent qu'ils sont probablement confrontés à une pandémie, mais n'informent pas le public. Le lendemain, le 15 janvier, les responsables chinois déclarent publiquement que le risque d'infection interhumaine est faible. Ceci alors qu'un document interne obtenu par The Epoch Times montre que les responsables de la santé savaient et se préparaient à une transmission interhumaine. Le 18 janvier, Wuhan a permis à 40 000 familles de se réunir pour célébrer le Nouvel An lunaire. 2 jours plus tard, le 20 janvier, la Chine confirme officiellement l'existence d'une transmission interhumaine. Le 23 janvier, la Chine confirme officiellement l'existence de la transmission interhumaine. Wuhan impose un confinement. À cette date, environ 5 millions de personnes avaient déjà quitté la ville pour différentes destinations dans le monde entier. Le 27 janvier, le maire de Wuhan a admis que les révélations sur l'épidémie n'étaient pas arrivées en temps voulu. Il a blâmé le gouvernement central. À la fin du mois, le 30 janvier, l'OMS a déclaré que l'épidémie était une urgence sanitaire mondiale, tout en saluant la réponse de la Chine à l'épidémie. Le 13 mars, l'université de Southampton publie une étude qui indique que si la Chine avait réagi à l'épidémie 3 semaines plus tôt, les cas de Covid-19 auraient pu être réduits de 95% au maximum estimé. Début mai, la pression internationale s'accroît alors que de plus en plus de pays demandent des enquêtes sur les origines du virus. La Chine a condamné un ancien magnat de l'immobilier et fils d'un haut fonctionnaire à 18 ans de prison. Cela fait suite à une accusation de corruption. Mais certains soupçonnent que la véritable raison de son jugement est quelque chose de tout à fait différent. La Chine a condamné à 18 ans de prison un ancien magnat de l'immobilier qui avait traité Xi Jinping, le chef du Parti communiste, de clown. Zheng Qiqiang a été accusé de corruption, fraude, détournement de fonds publics et abus de pouvoir. C'est ce qui ressort d'une déclaration du tribunal publiée mardi. Certains critiques ont qualifié cette peine de particulièrement sévère dans un contexte de répression de la dissidence. Le régime communiste est connu pour utiliser les accusations de corruption et de fraude pour punir les dissidents. Des rumeurs ont circulé selon lesquelles, lorsque le procès de Zheng a commencé le 11 septembre, il aurait plaidé coupable à toutes les accusations. Mais selon l'agence centrale de presse de Taïwan, un initié a déclaré que Zheng avait refusé de plaider coupable pour la plupart des charges. Aucun média n'a été autorisé à assister au procès, seuls quelques proches de Zheng ont été autorisés à y assister. Par conséquent, la véritable réponse de Zheng n'est pas claire. Zheng a 69 ans et est l'ancien président d'un groupe immobilier public. Il a été surnommé Canon Zheng pour son franc-parler sur les réseaux sociaux. Il a été arrêté en mars après avoir qualifié Xi Jinping de clown déshabillé qui a insisté pour continuer à être empereur. Zheng a fait ce commentaire à la suite d'un discours de Xi Jinping en février sur les efforts du régime pour combattre le virus. Un de ses articles critiquait également le Parti communiste. Il a écrit « La cause profonde du problème est un parti au pouvoir qui n'est pas supervisé par le peuple et qui n'est pas contrôlé par la loi. Le système ne sert que le pouvoir du leader et ses intérêts fondamentaux. » Zheng a ensuite fait l'objet d'une enquête pour infraction disciplinaire grave et a été expulsé du Parti communiste. Le père de Zheng était un ancien sous-ministre chinois du ministère du Commerce du pays. Étant le fils d'un haut responsable du Parti communiste, les punitions sévères pour des gens comme lui sont rares.
La semaine dernière, le leader du Parti communiste chinois Xi Jinping a visité la ville natale du dictateur communiste Mao Tse-tung. Cet événement a marqué sa 3e visite sur place en 8 ans, depuis son arrivée au pouvoir. Au cours de son voyage, Xi a dit à un groupe d'élèves du primaire qu'il y avait rencontré qu'il devrait hériter et représenter ce qu'il a appelé le gène rouge, en référence à l'idéologie communiste. Selon un analyste, les récentes paroles et actions de Xi rappellent à beaucoup le règne de Mao et l'époque de la révolution culturelle chinoise. La campagne politique sur 10 ans lancée par Mao a utilisé les jeunes radicaux de Chine pour inciter à la violence contre les intellectuels et la société de la classe supérieure en Chine. On estime qu'un maximum de 8 millions de personnes ont été tuées au cours de cette campagne. Des dizaines de millions de personnes ont été clairement persécutées. Nous examinons maintenant une vidéo récemment publiée par l'armée chinoise, mais qui semble avoir pris quelques exemples sur Hollywood dans sa production. L'armée de l'air chinoise a publié une vidéo montrant des bombardiers H-6 à capacité nucléaire en train de simuler une attaque sur ce qui semble être la base de l'armée de l'air américaine à Guam. L'île serait une base clé pour les États-Unis dans le but de répondre à tout conflit dans la région Asie-Pacifique, y compris à Taïwan et dans la mer de Chine méridionale. La vidéo a été diffusée samedi sur le compte Weibo de l'armée chinoise, connu sous le nom d'Armée de Libération du Peuple, ou APL, dans la section de l'armée de l'air. Cette initiative semble être une nouvelle expression de colère à l'encontre d'un fonctionnaire américain, Kev Krach, lors de son récent voyage à Taïwan. Mais la vidéo de 2 minutes ressemble plus à la bande-annonce d'un film d'action qu'à une présentation militaire. Les internautes chinois ont souligné qu'elle semble inclure des extraits de 3 films hollywoodiens. Une partie de la vidéo montre un missile en plein vol. Ici, il est comparé à une scène du film Transformers 2, La Revanche. Dans une autre partie, la vidéo de l'APL montre une explosion, étrangement similaire à un extrait du film The Rock. Une autre section de la vidéo montre une explosion sur une base militaire. Elle a été comparée à un plan du film Démineur. L'ONU a tenu sa 75e Assemblée générale annuelle. Le président Trump a commencé son discours en critiquant la mauvaise gestion du virus par le Parti communiste chinois et en faisant l'éloge de la réponse des États-Unis. We will distribute a vaccine. We will defeat the virus. We will end the pandemic. And we will enter a new era of unprecedented prosperity, cooperation, and peace. As we pursue this bright future, we must hold accountable the nation which unleashed this plague onto the world, China. If the United Nations is to be an effective organization, it must focus on the real problems of the world. This includes terrorism, the oppression of women, forced labor, drug trafficking, human and sex trafficking, religious persecution, and the ethnic cleansing of religious minorities. Il a également abordé la question de l'environnementalisme, déclarant que la Chine rejette plus de mercure toxique que tout autre pays. M. Trump a déclaré que ceux qui prétendent se préoccuper de la protection de l'environnement mais négligent ce problème n'ont pas d'intention véritablement sincère. Le président a également fait l'éloge des 2 accords de paix signés au Moyen-Orient. Il a dit aux autres dirigeants du monde que ces choses ont été réalisées en mettant ses propres citoyens en premier plan et en rejetant les approches ratées de ceux qui l'ont précédé. Nous nous tournons maintenant vers le Canada. Selon le ministre canadien des Affaires étrangères, François-Philippe Champagne, le pays a abandonné les négociations de libre-échange avec la Chine qui avaient été entamées il y a 4 ans. Dans une interview accordée au journal Globe and Mail, il a expliqué qu'un accord commercial entre les 2 pays ne valait plus la peine d'être poursuivi. M. Champagne a également accusé à plusieurs reprises Pékin pour ce qu'il a appelé sa diplomatie coercitive et affirmée. Il a souligné que la première priorité du Canada est de ramener Michael Kovrig et Michael Spavor chez eux. Le régime chinois a accusé les 2 Canadiens d'espionnage en juin dernier et les détient depuis lors en Chine. Leur arrestation est largement considérée comme des représailles après que le Canada ait arrêté la directrice financière du géant des télécommunications Huawei par mandat américain en 2018. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine, on se retrouve demain pour une prochaine émission. N'hésitez pas à réagir, à commenter ou à vous abonner à la chaîne YouTube. Si vous êtes déjà abonné, vous pouvez cliquer sur le symbole en forme de cloche pour être tenu informé en temps réel de la publication de nos vidéos. Très bonne soirée et à bientôt.